Parfois, le brouillard du quotidien nous empêche de prendre les bonnes décisions. Comment sentir notre juste chemin ? Les cartes de tarot permettent un regard au-delà du miroir, nous menant à un éclairage de soi parfois bien utile. Diplômée de Sciences Po et désormais conseil en développement personnel, Agnès Sauvaget nous raconte comment elle est venue à pratiquer. J'ai fait un long chemin d'introspection et sur ce chemin d'introspection, j'ai rencontré les symboles du tarot. Et d'un seul coup, les images, les symboles, que sont les archétypes de ces tarots, m'ont indiqué un chemin sur la quête qui était la mienne. Pour Carole Cédillo, spécialiste de la pensée jungienne et enseignante de l'étude du symbolisme, le tarot cache les figures universelles de l'humanité. Quand on parle des images du tarot, on est dans l'univers du symbole. La fonction du symbole est de nous permettre de nous reconnaître, de nous relier à. Donc chacune de ces images a un codage symbolique qui est porté par l'allégorie, c'est-à-dire par tout ce dont l'image est porteuse, les formes, les couleurs, les animaux quelquefois, la posture du personnage. Donc tout ça a une codification symbolique qui permet de donner du sens à l'archétype. Et ensuite, ce qui est important, c'est comment chacun d'entre nous va se projeter dedans et en percevoir le sens. Vous avez l'inconscient personnel de chacun qui va rencontrer l'inconscient collectif qui sont régis par ces symboles. Et c'est en fait cette alchimie qui va se passer lors de la lecture qui vient révéler comme un miroir de soi-même. Donc ça vient éclairer. Ici, avant de préparer, vous avez mis les lumières. Et bien lorsqu'on fait une lecture, ce qui se passe, c'est que ce qui va être allumé à l'intérieur de vous, c'est précisément ce qui faisait ombre et qui avait besoin d'être mis en lumière. Construite au fil du temps, l'histoire du tarot reste pourtant mystérieuse. C'est un jeu d'arcane, c'est un jeu de mystère, on peut le dater, mais il est aussi le résultat, on va dire, de tout un cheminement depuis le début, depuis que le monde existe, où on a eu des traces, on a eu des empreintes, on a eu des signes, mais bien évidemment, pour le percevoir, pour pouvoir l'avoir concrètement, on va attendre les couleurs, on va attendre l'imprimerie, on va attendre le carton, on va attendre toute une technique qui va permettre effectivement de le concrétiser. Donc ce tarot de Marseille, nous vient d'un cheminement, on va dire, de la pensée de l'homme, de l'être humain, mais il va se concrétiser dans notre modalité occidentale. Là, on peut le repérer, on peut le nommer. Il n'y a pas un monsieur Marseille quelque part qui décide. Donc le fait de ne pas savoir quand, de ne pas savoir qui, de ne pas savoir comment, c'est ça sa richesse finalement. Ce qui veut dire que ce tarot, il appartient à tout le monde, il appartient à chacun, il est dans quelque chose qui va être de l'universalité. Parce que ces images, effectivement, que l'on va pouvoir voir, toucher, utiliser, elles sont les représentations de quelque chose qui sont nos images intérieures. C'est vraiment une expérience intérieure. On doit vraiment faire le vide de tout ce qui nous entoure. On n'a plus de pensée. On est vraiment comme lorsqu'on fait du yoga, ou lorsqu'on prie. On est vraiment dans un moment où on n'est plus que soi avec soi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'opère. Et c'est là où c'est de l'ordre de l'extraordinaire, au sens où ce n'est pas ordinaire. Et c'est là où, effectivement, il y a quelque chose qui transcende, qui ne nous appartient pas et qui est convoqué à ce moment-là. Si je veux simplement utiliser les images du tarot pour savoir si je vais gagner à la loterie, si je vais changer de travail, et pourquoi pas, c'est une intention. En revanche, et personnellement, pour moi, les images du tarot sont à utiliser dans quelque chose qui me met en relation avec moi-même, comme un outil thérapeutique par exemple, comme un outil de réflexion. Revenir sur l'engramme aussi des images du tarot, au moment où le tarot commence à se révéler, ce sont les alchimistes qui l'utilisent encore une fois pour rentrer dans le travail de méditation, pour être en relation avec le monde intérieur. Loin d'un simple outil ésotérico-magique, le tarot servirait de support symbolique pour dialoguer du conscient à l'inconscient avec deux idées maîtresses, révéler notre potentiel et transmettre une sagesse face à une situation donnée. Mais en pratique, comment en faire un véritable outil d'accompagnement ?
Est-ce qu'il faut mélanger les cartes? Est-ce qu'il faut battre les cartes? Est-ce qu'il faut couper les cartes? Donc tout ça, ce sont on va dire des principes. Et si on donne du sens, oui, pourquoi pas? Il y a des personnes qui vont dire non, on ne va jamais couper un jeu de tarot. Est-ce qu'on couperait un livre? Est-ce qu'on va battre les images du tarot? À partir du moment donné où on considère que ce sont des énergies en soi, on ne voit pas pourquoi on va les battre. En revanche, il y a quelque chose qui est plutôt sympathique, on va mélanger les énergies. On mélange, on met l'ange. C'est-à-dire on met quelque chose de l'ordre du divin dans le jeu. Et on mélange les images, et puis à un moment donné, on arrête éventuellement, et puis on les dispose. Tout ça, c'est pas figé, il n'y a rien d'obligatoire, c'est effectivement quand je fais cela, qu'est-ce que je fais? C'est comme un rituel finalement. Et un rituel, il est là pour pouvoir aider à donner du sens. Donc, j'ai mélangé, j'ai mis les images de cette manière, elles sont face cachée. Et face cachée, ce qui va nous intéresser, c'est la face qui va se révéler par le geste que fait la personne qui accompagne ou la personne qui va interpréter son tirage. Alors ça peut paraître complètement irrationnel, mais en fait elles ont été construites de telle manière qu'elles correspondent à différents états de vie. Et quand en fait la personne va choisir cette carte, elle ne va pas la choisir par hasard. Alors les physiciens quantiques l'expliquent avec un champ d'énergie qui vont faire qu'effectivement la personne va aller choisir plutôt celle-ci qu'une autre. Mais en fait, comme il y a 3 jeux lorsqu'on fait une séance, ça se répète. Et le fait que ça se répète fait vraiment sens. Ainsi, nos émotions nous mènent à un certain tirage qui lui-même nous mène à livrer des informations extraordinaires. Comparable à un exercice de méditation, il nous invite à trouver des ressources et des solutions enfouies dans notre fort intérieur. Donc il va y avoir un lexique symbolique, une codification. Et en tout cas, avec le tarot de Marseille, ce qui est important, c'est de remettre cela dans notre univers à nous culturel, puisque les couleurs, le rouge, le bleu, dans notre culture, ont une certaine symbolique et dans d'autres cultures auront une autre symbolique. Donc, dans tout univers symbolique, pour avoir une lecture ni bonne ni mauvaise, mais une juste lecture, il y a une loi d'analogie à laquelle il faut se référer. Chaque carte est construite sur la base d'éléments de couleurs, de postures et d'attributs qui font qu'en fait ils sont constitutifs d'un sens. Ils ont vraiment été dessinés pour pouvoir signifier une réalité précise de l'intérieur de la personne. Et c'est pour cela que ça fonctionne vraiment sous forme de miroir et sous forme d'archétype, comme l'a pu expliquer Jung. Chaque arcane cache un archétype, c'est-à-dire une structure psychique établie sous forme de symboles universels. Mais quel est le véritable pouvoir de ces symboles? On parle des archétypes. En tout cas, la façon que j'ai, moi, de regarder et d'utiliser le tarot de Marseille, c'est de le mettre en relation avec la pensée de Carl Gustav Jung, qui met dans ce grand réservoir de l'inconscient collectif tous ces archétypes. C'est comme un alphabet. Si je prends le tarot d'Oswald Wirth, qui est le premier tarot sur lequel je travaille, il part du battleur jusqu'au monde, et ces 22 arcanes, qui signifient d'ailleurs mystère, elles renvoient en fait à différentes étapes de la vie de la personne. Le rôle de l'accompagnant est donc de traduire la lecture pour se rendre au cœur de l'individu. Alors, toutes ces codifications symboliques, bien évidemment, elles ne peuvent pas être contradictoires. Alors, elles s'apprennent, ce qui ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de fermé, de rigide. Une carte n'est jamais figée, elle est vivante, puisque, encore une fois, elle est une émanation du monde intérieur. Mais il y a effectivement une structure. On ne peut pas non plus faire dire tout et n'importe quoi à une image. Après, bien sûr, il y a quelque chose qui s'appelle l'intuition, et qui vient effectivement nourrir, on va dire, la codification, la structure de l'image. Mais on ne pourra pas faire dire, mettons, à une carte qui s'appelle le battleur, la même chose qu'à une autre carte qui va s'appeler le diable ou la lune. Donc il y a effectivement quelque chose où il y a des références. D'un seul coup, les personnes, leurs émotions, leurs affects se trouvent représentés par ces couleurs, par ces postures, par ces symboles. Et en fait, la personne, elle n'a pas besoin de passer par les mots, elle reconnaît ce qui est dégagé par ces archétypes
via la lecture que moi j'en fais, et d'un seul coup, ça lui permet de mettre des mots sur des émotions. Ce qui se passe au moment d'un tirage, c'est toujours de l'ordre de l'ici et maintenant. Alors cet ici et maintenant, il n'est pas désolidarisé de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y aura après. Mais c'est effectivement un moment, on pourrait dire un moment de synchronicité. Donc c'est un moment de kairos, c'est un moment où il se passe quelque chose, c'est un moment du présent qui est un cadeau. Ce qui est intéressant parce que présent et cadeau, en tout cas dans la langue française, on peut faire du lien. Donc c'est vrai que c'est effectivement cette synchronicité, ce moment où il se passe quelque chose, est une opportunité de laisser l'inconscient révéler son message, si le conscient est suffisamment présent pour le saisir. Lors d'un tirage, l'instant est magique, le temps s'arrête. Il existe de nombreuses manières de tirer les cartes, mais le plus simple pour débuter est le tirage en croix. La première carte vous représente vous face à votre question. La seconde aide votre interrogation et définit la vraie nature de la situation. La troisième carte annonce les possibilités, le potentiel pour atteindre votre but. La dernière carte est en quelque sorte la réponse à votre question. Décryptons ensemble quelques arcanes. Je vais vous en montrer 3. Alors la première, le pape. C'est l'arcane 5. Vous avez l'empereur, l'arcane 4, et vous avez les étoiles. Alors, je prends l'empereur. Ce qu'on observe chez l'empereur, il est assis. Il a son sceptre, son casque, et il est prêt à partir. Il est prêt à partir. On voit bien qu'il a quelque chose de l'ordre du conquérant. Quelqu'un qui est empereur, ça va être quelqu'un de combattant, de manager, qui a une autorité. Quelqu'un qui est 5, pape. Là, vous avez quelqu'un qui est assis, mais qui est assis face à vous par rapport à l'empereur qui était de profil. Lui aussi a un sceptre, mais ce n'est pas le même sceptre. Et il a le gant blanc avec la croix. Et regardez, il a ces 2 petits moniaux qui sont à ses pieds. Là, on a quelqu'un on vient prendre conseil auprès du pape. Cette carte-là, c'est la carte des gens qui sont dans l'accompagnement, dans le conseil, dans l'écoute. Donc effectivement, quelqu'un qui va être pape ou quelqu'un qui va être empereur, on a déjà affaire à 2 personnes qui ont des tempéraments différents. Et les étoiles, alors moi c'est ma préférée. Et regardez cette femme, elle est nue par rapport à nos empereurs et notre pape qui était habillé. Elle est nue parce qu'elle n'a pas besoin de se protéger. Cette carte, c'est le don de soi, c'est l'amour absolu. C'est les gens qui ont beaucoup à donner et qui reversent à la terre. Donc effectivement, quand quelqu'un sort une carte d'étoile, c'est quelqu'un qui est dans une posture de je veux donner, j'ai de l'amour à donner, je suis dans cette position d'humilité. Elle a un pied sur terre, un pied à terre. Donc on a déjà une tonalité qui est donnée par chacune des cartes. Après, le sens et l'interprétation va varier suivant l'endroit dans la lecture et le tirage où la carte va être positionnée. Et je le répète, la question qui va être formulée. Alors la question, c'est une des parties les plus difficiles de ce travail. Parce qu'il va falloir, lorsque la personne arrive et pose, déballe tout ce qui ne va pas, il faut arriver à extraire une question de tout ce qu'elle va exprimer, qui est souvent de l'ordre émotionnel ou de la confusion. Et il faut qu'elle puisse entendre que cette question va avoir du sens pour elle. Si je veux quelque chose de vraiment précis dans une réponse, il faut que ma formulation soit précise dans la question. Puisque n'oublions pas que c'est toujours un dialogue entre moi et moi. Donc si je ne suis pas claire avec moi-même déjà quand je m'interroge, encore une fois, il va y avoir quelque chose qui s'appelle la confusion et qui fait que oui, il y aura une image qui va apparaître, bien sûr. Mais en même temps, la clarification, puisque l'objectif, c'est d'aller vers la révélation, encore une fois, c'est moi qui n'arriverai pas, c'est mon conscient qui n'arriverait pas à être dans une espèce de cohérence et qui fait que finalement, je n'ai pas répondu à la demande. En fait, les cartes, elles n'ont rien de magique. Tout est effectivement dans la lecture qui va en être faite.
Par exemple, des personnes qui vont être à côté astrologues ou qui vont avoir une intuition développée, elles vont colorier leur lecture de leurs connaissances. Sur les lettres, sur les cartes, vous avez des lettres hébraïques. Les personnes qui connaissent la culture hébraïque vont y ajouter leur connaissance de culture hébraïque. Les gens qui font de la numérologie vont y ajouter leur connaissance. Mais le je sens, ça c'est non, on sent rien. C'est du travail, c'est vraiment quelque chose, il faut justement faire abstraction. Elles sont là, il faut rester collé à la carte et partir de la carte. C'est une des choses les plus difficiles pour les personnes parce qu'elles pensent que c'est quelque chose d'extrêmement... Non, c'est comme du piano. Avant de jouer et d'interpréter un morceau, on doit apprendre les gammes. Le tirage d'une carte représente une tonalité qui est sujette à une interprétation suivant la question qui est posée. Chaque symbole porte un sens et apporte une réponse en résonance à l'histoire de chacun. Les cartes nous dévoilent donc la juste note de musique qui nous invite ensuite à rétablir notre propre mélodie. Le symbole est le langage utilisé par l'inconscient pour révéler son message. Là où c'est compliqué, et ça c'est une phrase que je me plais à dire et à redire souvent, c'est que le symbole ne nous dit pas ce qu'il a à nous dire avec la forme qu'il représente. Ça serait beaucoup trop facile. Donc c'est tout ça le travail. Imaginons, je m'interroge, j'ai une question, et puis je vais aller effectivement demander à mon allié, qui s'appelle le tarot, à mon ami, de venir m'aider à. Et puis je vais effectivement retourner une image. Imaginons que c'est l'empereur, par exemple, qui est là pour donner du sens, répondre à. Mais ce n'est pas l'empereur en tant qu'empereur qui va me donner ma réponse. L'empereur n'est qu'un vecteur, l'empereur n'est qu'un symbole, l'empereur n'est qu'un média entre ma question et ma réponse. C'est là où tout se passe le travail du symbole. N'oublions pas symbole, l'étymologie, symbolon, c'est-à-dire ce qui en nous permet de relier et nous permet de reconnaître. Donc une image du tarot n'est rien d'autre, et dans le beau sens du terme, qu'un média qui nous permet de nous relier, je dirais, à nous-mêmes, conscient avec inconscient, ce qui est caché avec ce qui est révélé, ce qui est visible avec ce qui est invisible. Ce n'est pas les cartes qui donnent la réponse, chacun a la réponse en soi. Donc ça suppose un travail. La personne qui arrive de manière passive et qui pense que ça va lui être donné, il risque de ne rien se passer. Mais comment éviter de mauvaises interprétations ? Quand réaliser un tirage ? Peut-on soi-même le faire ? Et comment ne pas devenir dépendant ? Demandons conseil aux spécialistes. Je dis toujours aux gens, il ne faut pas jouer les apprentis sorciers, ne pas confondre une intuition avec une peur ou une projection. Et moi, avant de commencer, par exemple, à pratiquer, j'ai mis 15 ans. Parce que sinon, c'est du soufre. On peut être extrêmement puissant, c'est une toute puissance. Pendant qu'on est dans une consultation, on peut absolument l'autre peut être dans une situation de dépendance. Or, c'est absolument pas moi, ma posture. D'autres peuvent considérer qu'ils peuvent avoir un pouvoir. Et moi, je le vois bien parmi les élèves, certains viennent là comme un outil de domination, mais ne restent pas très longtemps parce que ce n'est pas du tout ce que je cherche à transmettre. Alors il y a aussi une question qu'on se pose finalement, est-ce qu'on peut faire un tirage pour soi, est-ce qu'on peut faire un tirage pour quelqu'un d'autre, etc. Alors là aussi, il y a déjà derrière tout ça, il y a aussi une notion d'éthique qui est importante, qui revient toujours sur l'intention. Quand j'utilise le tarot pour moi ou pour quelqu'un, est-ce que c'est une intention d'accompagnement? Est-ce que c'est une intention aidante? Est-ce que c'est une intention de pouvoir? Je pense que là, derrière tout ça, il y a vraiment quelque chose qui est important. Et puis, c'est effectivement, est-ce que je vais faire dire au tarot ce que j'ai envie de lui faire dire? On est dans le travail de projection, donc comment je vais mettre une distance? Il y a des personnes, et là c'est pas une bonne idée, c'est pas le pourquoi du tarot, qui ne font rien sans le tarot. D'où l'importance d'une certaine vigilance. Ne pas tirer chaque matin, créer un rituel d'introspection et poser une véritable intention. Moi par exemple, je sais que je le fais pas pour moi. C'est souvent on me pose la question. Si je vais le faire pour une rencontre professionnelle, mais dès que ça touche l'affectif, je le fais pas. C'est très compliqué, il faut une distance. Très compliqué d'avoir une distance de soi avec soi.
Mais en revanche, ça permet de mettre une distance par rapport à une situation. Vous devez avoir un rendez-vous, même un rendez-vous professionnel, et vous vous demandez comment l'aborder. Ben, il y a un tirage très simple pour savoir dans quelles conditions vous êtes et vous saurez ce que vous avez comme attitude à avoir. Ça ne vous dit pas l'avenir, mais ça vous alerte. Vous avez toujours un temps d'avance, Mais un temps d'avance pas pour dominer l'autre, mais pour qu'au contraire ça se passe bien. Le travail analytique porte ainsi les fruits d'une dimension sacrée, offrant une richesse spirituelle qui nous invite à l'apaisement face aux défis de la vie. C'est tout sauf léger. Parce qu'effectivement, un rapport à ces cartes, d'abord on y voit une distraction. C'est la notion de jeu, c'est la notion de... En fait, on va toucher les profondeurs. C'est une psychologie des profondeurs. C'est pour ça que je vous parlais de Jung. On va vraiment à l'intérieur de soi. C'est en ça que c'est sacré. C'est en ça que c'est très proche d'une démarche de prière. Quand on parle à Dieu, quel que soit son Dieu, la vie ou l'être, on n'est pas dans le bruit. On doit être, sinon on ne va pas entendre les réponses. Et c'est vraiment ce contact avec les profondeurs, on plonge à l'intérieur de soi et après, on peut aller dans le monde, on peut aller vers l'autre, dans la joie, on est en paix avec soi.